Bonjour. Nous avons vu la séance précédente que lorsqu'on envoie un faisceau de photons X, un faisceau de rayons X sur de la matière, qu'il y avait plusieurs interactions possibles. On avait donc de la diffusion cohérente et incohérente, on a des phénomènes de fluorescence X, et globalement, on appelle ces interactions de l'absorption du rayonnement. Donc on a absorption du rayonnement et une partie du faisceau va poursuivre son chemin et nous donner le faisceau transmis. Ce faisceau transmis a une intensité qui est inférieure à celle du faisceau incident du fait de l'absorption. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces photons incidents, lorsqu'ils arrivent sur les atomes de l'anode, ils vont rebondir sur ces atomes. Et on distingue deux cas. Un rebondissement mais sans perte d'énergie, c'est-à-dire qu'ils rebondissent mais sans perte d'énergie, c'est ce qu'on appelle la diffusion élastique ou diffusion Rayleigh. Mais ils peuvent également, au lieu de rebondir, frapper et dévier sa trajectoire un électron de l'anode, généralement les électrons périphériques. C'est ce qu'on appelle la diffusion inélastique parce que le photon aura perdu une partie de son énergie. C'est la diffusion Compton. Il peut être absorbé, c'est-à-dire il va provoquer des transitions électroniques. Alors si l'énergie du photon ou des photons est faible, ils vont tout simplement provoquer le changement d'orbite d'un électron. Donc ils vont le frapper et lui faire changer son orbite. Mais si leur énergie est suffisante, c'est-à-dire si elle est supérieure à l'énergie de liaison des électrons d'une couche de l'atome de l'anode, ils vont arracher ces électrons et on va avoir une ionisation. Et comme il y a une ionisation, il va s'en suivre donc des transitions électroniques avec émission de rayonnement X. C'est la fluorescence X ou émission de rayonnement X secondaire. Alors globalement, qu'est-ce qui se passe? Dans un tel processus, de l'énergie sera perdue et sera perdue sous deux formes. Une partie donc est absorbée par le milieu à cause des chocs élastiques, inélastiques, etc. Et l'autre est diffusée et sort de la matière dans une direction différente de la direction initiale. Et comme conséquence, on observe une diminution de l'intensité du faisceau. Si on avait une intensité initiale, à la sortie de l'échantillon, on a maintenant une intensité qui est nettement inférieure à celle incidente. On appelle ceci l'atténuation du faisceau, c'est-à-dire le faisceau a été atténué. Et cette atténuation du faisceau, elle est due essentiellement à l'interaction des photons avec les électrons, les atomes de l'anode. Alors cette atténuation du faisceau fait partie du phénomène d'absorption et on peut la calculer, la mesurer à l'aide de la loi de Beer-Lambert, loi que vous connaissez, que vous avez déjà utilisée en spectrophotométrie. Et cette loi nous dit que l'intensité I transmise, qui sort de l'échantillon, est égale à I0, intensité initiale ou intensité incidente, exponentielle de moins mu L fois E. Mu L étant le coefficient d'absorption linéaire du matériau. Et ce coefficient d'absorption ne dépend que de lambda. Enfin, il dépend de Z, mais c'est pour une valeur bien précise de lambda. Alors, ce coefficient d'absorption linéaire, il varie avec la longueur d'onde, mais également avec le numéro atomique, selon la relation de Brackett-Peirce. Donc, mu égale à C, Z puissance 4, lambda 3, c'est-à-dire que plus un élément est lourd, c'est-à-dire plus Z est élevé, et plus on aura de l'absorption. Et il varie également avec lambda, ça veut dire que plus la longueur d'onde est grande, c'est-à-dire que plus l'énergie est faible, et plus on aura de l'absorption. Et on parlera souvent pour un élément donné, c'est-à-dire si on fixe Z pour un élément donné, connu, on parlera du coefficient d'absorption pour telle ou telle longueur d'onde. Alors comment varie ce coefficient d'absorption avec la longueur d'onde? Il varie selon ce schéma. C'est-à-dire pour les grandes longueurs d'onde ou les petites énergies, on a une grande absorption, la plus élevée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chocs
qui vont avoir lieu, etc., etc., plus cette énergie va augmenter et moins on aura d'absorption jusqu'au moment où ces électrons, les photons, rencontrent les électrons de la couche L3, la sous-couche L3, L2 ou L1. À ce moment-là, si leur énergie étant suffisante, ils vont arracher ces électrons. Et en arrachant ces électrons, une partie de l'énergie est perdue dans cet arrachement. Et donc, on dit qu'elle a été absorbée. C'est pour cette raison que le coefficient d'absorption augmente lorsque on passe à côté d'une sous-couche L. Même chose, donc on continue, le coefficient d'absorption continue à diminuer lorsque l'énergie augmente, jusqu'à ce que cette énergie soit égale ou supérieure à l'énergie des électrons de la couche K. Et bien à ce moment-là, ils vont arracher les électrons de la couche K. Et cette énergie qui a servi à arracher les électrons de la couche K, c'est de l'énergie qui est absorbée, qui est perdue. Et c'est pour cette raison que le coefficient d'absorption a augmenté et qui fait donc cette discontinuité. Par la suite, le coefficient d'absorption diminue linéairement en fonction, inversement proportionnel à E, c'est-à-dire plus l'énergie augmente et plus le coefficient d'absorption diminue. Alors, quels sont les effets ou les interactions qui ont lieu? On a parlé de l'effet photoélectrique, c'est-à-dire lorsqu'un électron de la couche K ou un électron des couches intermédiaires est arraché par les photons incidents, on a alors une éjection on a un photoélectron et ça nous donne le phénomène photoélectrique, mais on va avoir également des transitions électroniques, donc comme dans le cas de la production des rayons X primaires, donc des électrons vont venir remplacer l'électron qui a été arraché et produisant ainsi donc un rayonnement X qu'on appelle rayonnement de fluorescence ou rayonnement X secondaire. On a également la diffusion incohérente, c'est-à-dire que le faisceau où le photon incident arrive, il va frapper un électron faiblement lié, généralement ce sont les électrons périphériques, donc il va le dévier de sa trajectoire, et il va continuer son chemin dans une direction autre que la direction initiale, mais cette fois-ci avec une énergie inférieure, puisque une partie de son énergie a été perdue dans le choc. Et on peut d'ailleurs calculer donc cette différence d'énergie d'après cette relation. Autre interaction, c'est l'effet Auger. C'est lorsqu'on arrache un électron de la couche K par exemple, et que cet électron, en quittant l'atome, il va à son tour arracher un électron des couches supérieures. L'atome se trouve ainsi doublement ionisé, l'arrachement de l'électron de la couche K et l'arrachement de l'électron de la couche supérieure, et donc il va s'ensuivre plusieurs transitions électroniques. C'est l'effet Auger, et qui sert dans certaines mesures pour l'analyse de surface. Alors, ce que l'on obtient donc à la sortie du tube de rayons X, c'est une superposition d'un rayonnement blanc et d'un rayonnement caractéristique ou d'un spectre de raies caractéristique. Il s'agit donc d'un rayonnement polychromatique qui contient le spectre continu et les raies caractéristiques. C'est exactement comme la lumière blanche qui contient plusieurs longueurs d'onde, plusieurs radiations, le vert, le rouge, le violet, le jaune, l'orange, etc. Même chose ici, le rayonnement polychromatique, le rayonnement X produit par le tube est un rayonnement polychromatique. Mais dans certaines applications, on préfère avoir un rayon monochromatique, c'est-à-dire un rayonnement qui a une seule longueur d'onde. Alors, comment passer d'un rayonnement polychromatique à un rayonnement monochromatique? On va tout simplement utiliser donc, les propriétés d'absorption des éléments, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, à partir d'un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire qui contient le spectre continu, les raies K-alpha 1, K-alpha 2, K-bêta 1, K-bêta 2, etc., on va interposer sur le chemin de ce rayonnement, on va placer un filtre qui est généralement un élément métallique. Et ce filtre doit avoir la particularité d'absorber toutes les radiations sauf une. Et à ce moment-là, on obtient un rayonnement monochromatique. Alors dans le cas général, on choisit donc
d'éliminer toutes les raies et de ne laisser que la radiation lambda K alpha, bien tout simplement pour deux raisons. D'abord parce que lambda K alpha 1 et lambda K alpha 2 ont des longueurs d'onde petites, de l'ordre de grandeur des distances interatomiques, et on va voir plus tard à quoi ça va nous servir. Et deuxième raison, et bien parce que l'intensité des raies lambda K alpha 1 et lambda K alpha 2 est très importante, beaucoup plus grande que les autres intensités. Et donc, il vaut mieux utiliser un rayonnement donc qui a une intensité importante. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va utiliser donc la discontinuité d'absorption des éléments. Ici, nous n'avons pas représenté toute la courbe. Ici, nous avons la discontinuité K. Eh bien, on va appliquer donc ce filtre. Ça doit être un élément qui, dans la discontinuité K, doit se situer entre lambda K bêta et lambda K alpha. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qui est en dessous de la ligne rouge va être absorbé et ne va rester que ce qu'il y a au-dessus. Donc je répète, donc on utilise donc la discontinuité des éléments et on va choisir un élément de telle sorte que la discontinuité K, lambda K de cet élément, se situe entre lambda K bêta et lambda K alpha. À ce moment-là, on va absorber toutes les raies et seul va nous rester la K alpha et un tout petit peu de la K bêta. On aura donc obtenu un faisceau monochromatique. Généralement, les meilleurs filtres, donc on peut carrément absorber pratiquement 100% de l'arrêt K bêta et ne laisser que l'arrêt K alpha et K alpha 2. Mais l'intensité de ces raies, généralement, elle diminue. Alors souvent, au lieu de parler de K alpha 1 et K alpha 2, on parle de lambda K alpha 2 ou de transition K alpha. Sous-entendu, c'est la moyenne de lambda K alpha 1 plus lambda K alpha 2 sur 3. Pourquoi 2 lambda K alpha 1? Eh bien tout simplement parce que l'arrêt K alpha 1 est deux fois plus grande, plus intense que l'arrêt K alpha 2. Et donc dans la sommation, on multiplie donc 2 fois lambda K alpha 1 plus lambda K alpha 2 sur 3. Donc dans ce tableau, on voit donc pour différents éléments qui peuvent jouer le rôle d'anode, par exemple le chrome, le fer, etc., quels sont les filtres correspondants. Pour le chrome, il n'y a qu'un seul filtre qui peut jouer ce rôle, c'est le vanadium. Pour le cuivre, par exemple, c'est le nickel. Et on voit bien que l'intensité qui est transmise, on voit qu'on est parti d'une intensité à 100%, et bien on récupère une intensité entre 60 et 50%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une perte entre 40% et 60% et 50% de perte d'intensité. Mais ça reste quand même suffisant pour faire des études. En revanche, en ce qui concerne l'arrêt K bêta, on constate que son intensité est passée donc à 2%, 3-2%, c'est-à-dire négligeable. Et on peut dire qu'on a obtenu un faisceau monochromatique. Si l'on revient donc sur ce schéma, il n'y a qu'un seul élément qui peut jouer le rôle de filtre, parce que si on prend un autre élément, on va s'apercevoir que cette discontinuité K alpha arrive ici, ou elle arrive ici, et à ce moment-là, soit on va absorber et la K alpha et la K bêta, soit on va laisser la K bêta et la K alpha. Donc il n'y a qu'un seul élément qui peut jouer le rôle de filtre, tel que, donc, comme on vient de dire, lambda K alpha du filtre est comprise entre lambda K bêta de l'anode et lambda K alpha de l'anode. Nous verrons ça en télé. Alors je vous remercie pour votre attention.